Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1111 de One Piece. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour me montrer ton acquis de l'observation et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Log Pause. Avant d'attaquer la vidéo, comme vous l'aurez vu, One Piece sera en pause pendant 3 semaines. Oda va bien comme il nous l'a adressé, la pause étant due au fait qu'il veut s'occuper de ses affaires personnelles, sa vie privée, mais elle est aussi due à l'annonce de la mort de Akira Toriyama, une légende qui nous a quittés il y a peu. Akira Toriyama est celui qui nous a bercés dans notre enfance et qui a inspiré les plus grands auteurs de manga, que ce soit Oda, Kishimoto, Tite Kubo et autres. On envoie tout notre soutien à sa famille et nous lui souhaitons de reposer en paix. Sur ce, commençons la vidéo. Nous avons tous entendu parler du pouvoir immense du gouvernement mondial, une institution qui domine les océans depuis des siècles. Mais qu'en est-il des individus qui ont osé s'opposer à cette autorité, tels que Roger, Shebeck, Barbe Blanche ou encore Monkey D. Dragon? L'histoire nous enseigne que les pirates et les révolutionnaires ont toujours existé, même si nous ne les appelions pas forcément ainsi à l'époque. Joy Boy et ses alliés pourraient bien être les pionniers de ce mouvement de liberté. Ils ont peut-être façonné notre monde, laissant derrière eux des traces précieuses comme les poneglyphes. Penser à Joy Boy comme un simple pirate de son époque est assez réducteur. Il représentait un idéal de liberté, un rêve partagé par des figures comme Roger et Luffy. Ils ont navigué à la recherche d'aventures et ont trouvé des compagnons fidèles qui partageaient leur vision. Il est important de se rappeler que l'histoire officielle est manipulée. Il y a eu des périodes effacées des mémoires, un siècle entier de connaissances perdues. Le gouvernement mondial et Im-sama ont délibérément effacé toute trace de Joy Boy et de ses actions depuis sa naissance jusqu'à ses exploits en mer. Cependant, l'histoire effacée ne tardera pas à être réécrite, ayant laissé des traces auprès de différents peuples et surtout, l'histoire a été marquée sur la pierre. C'est dans le dernier chapitre, le 1111, que le géant de fer d'Egghead s'est totalement éveillé et mis en action. Lui qui avait déjà plusieurs chapitres auparavant réagi au son des tambours de la libération qu'aimait Luffy lorsqu'il se transforme en Gear 5. Une chose intéressante est que la première chose que ce robot fait lorsqu'il reprend conscience est de s'excuser auprès de Joy Boy comme s'il avait commis une erreur dans le passé. Ce dernier avait été sur Marie-Joas 200 ans auparavant, attaquant la Terre Sainte. Mais ça s'est finalisé sur un échec car il manquait d'énergie. Une énergie qui à ce jour n'existe pas dans le monde de One Piece. Lors de cet incident, le gouvernement ordonna aux scientifiques de le détruire. Cependant, ces derniers étaient émerveillés devant une technologie si parfaite, ne pouvant pas obéir aux ordres du gouvernement. C'est ainsi que son existence fut cachée et que Vegapunk le retrouva et l'emmena sur Egghead, loin des regards du monde. Il a été une source d'inspiration pour le scientifique qui créa plusieurs robots à son image, mais il était néanmoins incapable de reproduire l'énergie de ce robot, étant la seule chose dont Vegapunk manque. Il se demande depuis comment éveiller le robot et nous avons eu notre réponse quand ses yeux s'allumèrent suite à la transformation de Luffy en Gear 5. Il n'est pas le premier à réagir au bruit des tambours de la libération, Zunisha étant le premier lorsque Luffy éveilla son fruit à Wano Kuni. Parlons justement de Zunisha qui a plusieurs similitudes avec le géant de fer. On sait déjà que Zunisha était un des compagnons de Joy Boy et de toute évidence, je ne pense pas qu'il était le seul à être aux côtés de Joy Boy. En effet, lorsque Momo parle de Zunisha, Yamato demande s'il s'agit de l'éléphant mentionné dans le journal de Oden et Momonosuke répond alors « Exactement, le camarade de Joy Boy qui a commis une grave erreur il y a de cela 800 ans. Selon moi, Zunisha est un éléphant géant millénaire qui servait à faire voguer ses Nakama et Joy Boy sans être un navire par définition de base mais sur lequel un navire, Pluton, aurait été construit. Zunisha représente parfaitement le navire de guerre vu qu'il est dit que Pluton est un monstre de construction navale mais qu'il est aussi capable de détruire des îles entières d'un seul coup. Nous savons désormais, suite au chapitre 1053, que l'arme antique Pluton se trouve dans les sous-sols de Wano Kuni et on peut supposer que cette arme a été cachée par un allié de Joy Boy, un ancien shogun de la famille des Kozuki. Comparons donc Zunisha qui a été puni par Joy Boy, on l'imagine, au géant de fer qui aurait, selon ses excuses, également commis un crime envers le Nika. En effet, Zunisha aurait été puni non pas par le gouvernement mondial mais plutôt par Joy Boy car on sait qu'il a été condamné à errer pour l'éternité et à n'agir que sur un ordre donné. Et comme on a pu le constater, les actions de Zunisha ont été en faveur de Luffy et de son équipage. Donc il est indéniable que le gouvernement ne soit pas la raison de sa punition car sinon il n'aurait pas été capable de venir en aide au
nouveau Nika. Par ailleurs, sa venue à Wano Kuni est liée au bruit des tambours de la libération qui se sont manifestés lors de l'éveil du Ito Itonomi modèle Nika. Les tambours de la libération étant les battements de cœur de Luffy lors de sa transformation en Year 5. De la même manière, comme nous l'avons évoqué plus tôt, le géant de fer s'est également manifesté lors du bruit des tambours de la libération. Ces battements de cœur ne sont donc pas anodins et ont une place primordiale dans l'histoire. Ils ont l'air d'être étroitement liés à l'apparition et aux révélations sur d'anciens camarades de Joy Boy, soit du Nika. De la même manière que Zunisha, le géant de fer a également commis un crime et il est donc intéressant de se demander quel crime ils auraient pu commettre et surtout, qu'est-ce qui les aurait poussés à le faire. Ont-ils agi de leur propre gré ou ont-ils été manipulés? C'est une question sans réponse pour l'instant et qui j'espère nous sera bientôt révélée. Il est également important de noter qu'on a émis le fait que le géant de fer s'est réveillé à la suite du bruit des tambours de la libération, mais qu'il a également agi il y a de cela 200 ans alors que le Nika n'avait pas été éveillé à cette époque. C'est un fait. Le Gorosei a confirmé que le fruit du Nika n'avait pas été éveillé depuis 800 ans. Nous pouvons alors supposer que le géant de fer avait reçu un ordre lors du siècle oublié et qu'il a agi en conséquence. De la même manière que Zunisha errait sur les mers et attendait la personne qui pouvait lui donner des ordres et parler avec lui, à savoir Momonosuke. De son côté, le géant de fer attend peut-être également quelqu'un qui peut communiquer avec lui et ce, au travers de la voix de toute chose. Finissons par parler de Kuma, ce dernier ayant également réagi au bruit des tambours de la libération. En effet, Kuma a rappliqué sur Egghead pour sauver Bonnie, alors qu'il était censé être démuni de toute conscience et humanité. Nous avions vu dans une vidéo dédiée à ce personnage masterclass qu'il était possible qu'il ait réagi au bruit des tambours de la libération, raison pour laquelle il est venu sauver Bonnie. Les boucaniers sont spéciaux et Vegapunk l'avait souligné en disant qu'ils avaient autrefois fait quelque chose ou avaient une particularité physique spécifique et que c'était potentiellement la raison pour laquelle le système de désactivation n'a pas eu d'effet sur Kuma, bien que mis en place par Vegapunk lui-même. Nous savons que les boucaniers ont été éradiqués pour un crime grave et qu'ils idolâtraient le Nika en racontant les récits à son égard et sa prophétie. Les liens sont vite tissés et je pense alors que tout comme Zunisha et le géant de fer, qui a sa propre conscience, comme on a pu le constater dans le chapitre 1111, Kuma a également recouvert une partie de sa conscience grâce à Luffy et au tambour de la libération. Il y a beaucoup trop de liens pour que ce soit une coïncidence à mon avis. Leur crime qui a valu l'éradication de leur race est selon moi lié à cet espoir qu'ils avaient en Nika et on peut remarquer que les doyens veulent éliminer quiconque prône la prophétie du Nika. Lorsque Dory et Brogy ont dans le chapitre dit clairement que Nika était leur ami, Saturne répondit qu'ils allaient être éradiqués, effacés de l'histoire avec lui. Par ailleurs, il y a plusieurs similitudes entre Kuma et le géant de fer, vu que les deux ont décidé d'attaquer Marie-Joase à un moment précis pour une raison que l'on ignore, surprenant les Tenryubito de leur présence en Terre Sainte. Kuma et le géant de fer ont tous deux des similitudes quant à leur physique, vu que l'un est un cyborg et que l'autre est un robot. À souligner également le fait que les deux se sont retrouvés sur Egghead après leur escapade en Terre Sainte. Beaucoup de similitudes qui laissent penser que tout ceci n'est pas qu'un hasard. Alors est-ce une coïncidence ou l'histoire de ces deux personnages suit-elle un même fil conducteur? À vous de me le dire en commentaire. Voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!